Ce que je vous propose tout de suite, c'est de prendre le troisième axe de travail qui est celui des compétences et de la formation. Donc une quatrième et dernière vidéo pour illustrer celui-ci, c'est Alexia Visca qui nous parle avec un exemple qui va parler à un grand nombre de nos collègues ici et qui peut-être symbolise le mieux en ce moment ce changement de pied que nous avons à avoir sur les compétences et les emplois. C'est celui de l'automobile. Vidéo. La filière automobile est la première à être concernée par la transition écologique. Sous son impulsion, l'emploi connaît une triple évolution. La disparition de certains métiers, l'émergence de nouveaux et d'autre part, la transformation d'emplois existants afin de prendre en compte les nouvelles exigences environnementales dans les processus notamment industriels. Pour les services à l'automobile, le changement est plus lent au travers de la relative inertie du parc, mais il reste bien présent. En ce qui concerne la transformation des compétences, elle va toucher l'ensemble des activités, y compris les métiers qui ne subiront pas d'ajustement quantitatif, que ce soit en intégrant de nouvelles dimensions de la transition écologique ou dans le changement des mobilités. L'enjeu est donc de réussir à adapter le contenu des métiers pour les sécuriser et être en capacité de saisir l'ensemble des opportunités de création d'emplois de la filière. Pour ce faire, elle doit répondre à 3 enjeux. La reconversion professionnelle tout d'abord. La pyramide des âges et les recrutements externes ne peuvent pas être la seule solution au regard du rythme et de l'ampleur de la transformation. Deuxièmement, retrouver un niveau d'attractivité suffisant, c'est déjà le point faible de la filière. L'automobile n'est pas une voie privilégiée pour ses proches, encore moins pour ses propres enfants, comme le montre une étude récente du CSA pour le compte de la PFA. Enfin, construire des parcours de formation rapidement. Les nouvelles compétences vont être transverses pour plusieurs branches professionnelles, mais l'automobile en a besoin plus rapidement, compte tenu des échéances qui la concernent. Alors je sens une certaine sensibilité là, hein, Pierre. L'industrie auto illustre combien ce chantier-là de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est majeur, c'est central. Alors allons-y, mettons les pieds dedans. Les entreprises en font-elles assez ? Et puis, si on sort du cadre de l'entreprise, allons plus loin, est-ce qu'il faudrait trouver ce que je vais appeler un New Deal social en faveur de l'emploi et des compétences? Alors, je vais prendre l'exemple de ce que nous avons su faire, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte, à travers un nouveau déploiement conventionnel dans une branche qu'on connaît bien, qui est celle de la métallurgie, dont on se dit c'est peut-être une opportunité là de repenser les choses. Et puis, dernier angle, à quel niveau l'État doit-il se situer pour aborder ces sujets? On a aussi des disparités territoriales énormes. Bon, comment on repense tout ça? Alors, c'est effectivement un sujet essentiel. Et quand je parlais de l'articulation des enjeux économiques, environnementaux et sociaux dans le social, je mettais effectivement l'accompagnement des mutations qui vont être profonde, radicale, brutale. L'exemple de l'automobile est effectivement parlant. Je disais tout à l'heure, parce qu'on est toujours suspect quand on dit ça va trop vite, de sous-estimer les enjeux écologiques. C'est pas la question. Si on va trop vite sans traiter ces sujets-là avec beaucoup de force, encore une fois, on renoncera à un moment donné aux enjeux environnementaux parce qu'il y aura une frilosité chez les citoyens, chez les salariés, qui rendra caduque un certain nombre d'objectifs. Donc il faut traiter les deux en même temps. L'automobile, c'est radical parce que, encore une fois, cet avancement de 5 ans de la disparition des moteurs thermiques est quand même tombé, je ne dis pas comme un cheveu sur la soupe, mais je soupçonne d'ailleurs dans un premier temps nos amis allemands, après avoir défendu le diesel jusqu'au bout, y compris auprès de quelques acrobaties qui ont coûté quelques milliards d'euros à Volkswagen, d'avoir poussé un peu plus vite à l'électrique parce que ils étaient plus puissants dans certaines zones de la planète où la question du basculement ne se posait pas. Ils pensaient engranger des profits considérables là-bas et financer les contraintes que l'Europe mettait sur le dos des constructeurs. Bon, après, ils se sont peut-être rendus compte qu'il fallait quand même y aller et puis ils ont nuancé un petit peu le sujet. Je me rappelle du patron de Mercedes qui disait à Merkel, vous êtes bien consciente que ça va quand même perturber un petit peu sur le plan social nos équipes. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, il faut aller vite. Si on veut aller vite, il faut que l'appareil d'accompagnement, de reconversion, de formation suive. Alors, tu évoques le rôle
de l'État, on a un système de formation et d'éducation qui a été géré de façon complexe dans la dernière période. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Bon, vous avez un OPCO puissant et reconnu. Il y a des choses chez vous qui se font peut-être plus facilement qu'ailleurs. Mais du côté de l'État, l'impulsion qui a été donnée à l'apprentissage est une bonne chose. On a dépassé un petit peu le vieux débat qu'on a toujours en France. Qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui finance? En Allemagne, vous n'avez pas ce débat-là. Les Länder, les branches et l'éducation nationale, je dirais, fonctionnent bien sans qu'on se pose la question de qui a le leadership. Chez nous, c'est des questions qui viennent. Alors, c'était les régions qui l'avaient. C'est plutôt les branches qui l'ont prise aujourd'hui. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens aussi pour l'industrie. Il faut quand même être prudent quand les subventions diminueront ou disparaîtront, si l'élan qu'on a donné à l'apprentissage restera aussi puissant. Deuxièmement, il faut quand même regarder les choses en face. Là aussi, c'est un peu comme le CIR, il y a parfois quelques effets d'aubaine, notamment dans l'enseignement supérieur, où on va chercher des subventions qui ne seraient pas forcément utiles parce que l'alternance marche bien sans avoir besoin de ça. Donc il faut peut-être trouver de meilleurs équilibres, mais ça va plutôt dans le bon sens. Bon, toujours dans l'appareil de formation, j'évoquais tout à l'heure rapidement le CPF, pas simplement parce qu'Estelle en a été une des chevilles ouvrières, ça a donné un élan à l'appétit de formation pour l'ensemble des citoyens qui est salutaire. Le problème, c'est que pour les reconversions qu'on évoque, c'est des formations beaucoup plus lourdes qui vont devoir être mises en place. Tu as commencé par m'évoquer des problèmes de football. J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose au moins dans ce secteur-là qui marchait bien et qui pourrait marcher dans le reste de l'économie. C'est que quand il y a des clubs formateurs comme le Havre, comme le Paris FC aussi, qui forment des jeunes qui vont ailleurs, il y a des indemnités de formation qui suivent le joueur tout au long de ses tribulations. Et les grands clubs, puisque c'est eux qui achètent les joueurs, j'aime pas le terme achat, mais enfin qui bénéficient du transfert en tout cas, payent des indemnités de formation qui ne sont pas négligeables, qui se traduisent pour des petits clubs amateurs par plusieurs centaines de milliers d'euros parfois, quand les sommes de transfert, peut-être qu'on libérerait un peu, et ça me permet de venir au sujet dans l'entreprise, on libérerait un petit peu les élans de formation dans les entreprises. Si, je pense notamment aux PME, aux TPE, qui ont parfois un peu de mal à former en se disant je vais former, et puis il va quitter, il va aller chez le concurrent, ou en tout cas il va aller ailleurs. S'il y avait ce type d'indemnité de transfert qui était réalisé, une entreprise qui forme, le salarié s'en va, c'est tracé au niveau mondial dans le football. Alors je ne dis pas qu'il faut le tracer au niveau mondial, mais ça pourrait être un sujet à retenir. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il me semble que sur le terrain de la formation, je ne parle pas des grands groupes, ils font des choses parfois brillantes depuis des années, on manque un petit peu de réflexion collective. La formation et le plan de développement de compétences aujourd'hui dans l'entreprise est à peine un sujet de dialogue et en tout cas pas un sujet de négociation. Comme Hubert est encore dans la salle, je m'adresse un petit peu à tout le monde. Le patronat a toujours freiné pour que ce sujet soit un sujet de dialogue et de formation. Et par exemple, le CPF, pour moi, c'est à la fois une relation individuelle entre le salarié et l'employeur, enfin l'actif d'ailleurs, pas seulement le salarié, et l'organisme qui le fait travailler. Il n'y a pas de prise en charge collective de ces enjeux-là. Nous, on plaide depuis longtemps pour que le plan de développement de compétences, le plan de formation antérieurement, soit un objet de négociation. Parce qu'il y en a qui sont en fragilité, et puis il y a des moyens à mobiliser qui ne peuvent pas être aussi égalitaires que ne l'est le CPF. Dans des filières, il y a des secteurs qu'il faut aider plus que d'autres, et puis il y a des salariés ou des actifs qu'il faut aider davantage que d'autres également. Donc je pense que sur ces questions-là, s'il n'y a pas un effort gigantesque, on aura du mal à y arriver. Il y a la mise en place de France Travail, qui vous intéresse directement, vous, partenaires sociaux. J'espère que ça ne se traduira pas par un nouvel effort de centralisation. Je crois qu'il faut laisser la place aux régions, il faut laisser la place aux partenaires sociaux. Il ne faut pas que l'État se mêle de tout et de rien. Je pense que le rôle de l'État aujourd'hui, le principal rôle de l'État, c'est de s'occuper d'une éducation nationale qui doit être tournée beaucoup plus vers les métiers de l'avenir. Alors je sais que c'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas simple pour les syndicats qui agissent dans l'éducation. Est-ce qu'on forme des citoyens ou est-ce qu'on forme aux besoins de l'économie ? Les deux, mon capitaine. Je suis désolé, parce que former le citoyen et lui donner les éléments qui feront de lui une femme ou un homme qui se débrouillera dans le reste de sa vie, c'est lui donner aussi, commencer par lui donner accès à des métiers.
et le former en conséquence. Il y a en ce moment la réforme du lycée professionnel qui est pour moi aussi importante que la réforme de l'apprentissage. Donc toutes ces questions-là, il faut les traiter aux différents niveaux. Les partenaires sociaux, à mon avis, ont un rôle à jouer. Et je pense que, encore une fois, le plan de développement de compétences devrait avoir un statut un petit peu différent dans l'entreprise, être l'objet de négociations. L'État doit bien s'occuper de l'éducation nationale et trouver cet équilibre. Moi, pour avoir dirigé un organisme il y a quelques années qui se mêlait effectivement des rapports entre l'industrie, enfin l'entreprise et l'éducation, j'ai vu qu'il y avait de la frilosité des deux côtés. Un regard un peu conservateur de l'éducation nationale, pour ne pas dire plus, sur le thème « on n'est pas là pour servir les employeurs », puis un regard des employeurs qui disait « l'éducation ne sert pas suffisamment les besoins de l'économie ». On a dépassé tout ça, il faut aller beaucoup plus loin. Et puis il faut laisser la place aussi à la puissance publique décentralisée, qui a notamment sur les demandeurs d'emploi un rôle à jouer pour les ramener avec France Travail Demain, sur le terrain avec des enjeux d'orientation, d'accompagnement et de formation qui doivent être à la hauteur des événements. Mais il faut faire vite et fort, parce qu'on a commencé à voir du côté du cabinet, avec d'autres cabinets également, les dégâts que ça fait dans l'automobile, par exemple dans le secteur de la fonderie. Toutes les fonderies n'ont pas la possibilité de se diversifier, par exemple dans l'aéronautique, il y a encore des besoins, ou de passer de ce qui était leur pain quotidien avec des moteurs thermiques à des enjeux aujourd'hui où il n'y a plus tout à fait le diesel, électrique, bien voilà. Donc il faut aller vite parce que les dégâts là, ils sont déjà très forts. Et dans les territoires, je peux vous dire que une fonderie, ça occupait du monde. Et aujourd'hui, on a quelques exemples. Hein. Pour une qui est sauvée, il y en a 7 ou 8 qui vont au tapis. Ben, ça fait beaucoup de mal. Même si l'industrie automobile, en tout cas dans les deux grands groupes que sont Stellantis et Renault, a commencé à prendre le sujet avec force. Et il y a des choses aussi qui ont avancé dans la dernière période de façon non négligeable. Mais c'est un élément essentiel pour moi, pour éviter que demain, le corps social déjà, et puis l'ensemble des citoyens, se dresse contre les enjeux environnementaux sur le thème « vous êtes bien gentil, mais on n'a pas les moyens d'y aller, on n'a pas les moyens financiers d'y aller, on n'a pas les moyens en formation d'y aller, on n'a pas les moyens en termes d'accompagnement ou d'orientation d'y aller ». Donc c'est un sujet pour moi qui doit être traité dans l'entreprise, au niveau de l'État et au niveau des régions avec beaucoup plus de force et de moyens financiers qu'auparavant. Merci. Anaïs, votre point de vue ? Emploi et compétences. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et peut-être qu'il faut différencier trois enjeux ou trois situations. Il y a la première qui est la formation continue des salariés en poste sur lequel il faut apporter des réponses et des choses ont été évoquées. Il y a la deuxième, c'est la formation pour ceux qui sont confrontés à un choc et donc à un sujet de reconversion, soit parce que leur usine ferme et donc il y a une reconversion complète, soit il faut reconvertir sur poste parce qu'on va adresser d'autres marchés. Et il y a un troisième sujet dont on a peut-être moins parlé, qui est celui de la formation initiale. C'est-à-dire que c'est très beau de parler de formation dans l'industrie, encore faut-il arriver à avoir des gens en général et des jeunes qui aient envie de venir travailler dans l'industrie. Oui. Et aujourd'hui, ce dont... Merci. J'attendais pas les applaudissements, je cherchais à faire une blague à la personne qui applaudit toute seule, mais j'ai manqué de réactivité, donc... Et le sujet de l'attractivité de l'industrie, il est clé. D'ailleurs, ce qui ressortait du sondage qui a été mis en avant dans la vidéo, c'est qu'il y a énormément de parents aujourd'hui qui ne poussent pas leurs enfants à aller vers les métiers industriels, voire qui vont plutôt fortement leur déconseiller d'aller travailler dans l'industrie. Parce qu'on parle beaucoup... là, dans notre discussion de cas positifs, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a certains territoires qui ont vraiment été traumatisés par la désindustrialisation, où l'industrie est quand même encore un emblème de relégation sociale, et donc il y a toute une déconstruction à faire pour montrer que non, dans l'industrie, il y a des carrières, que l'industrie n'a pas l'apanage de la pénibilité, et qu'il y a quand même plutôt des rémunérations supérieures à d'autres secteurs. Et ça repasse aussi par la capacité à ouvrir les usines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance profonde en France, chez tout le monde, pas que les citoyens, de ce qu'est l'industrie. Vous passez à côté Airbus, Michelin, Sanofi, c'est dans notre inconscient collectif. On sait ce que c'est. Mais vous passez à côté de combien d'usines au quotidien, sans savoir, un, que c'est une usine, et deux, l'activité qu'il y a derrière. C'est-à-dire l'industrie, on la voit comme quelque chose de fumée qui fume à travers des hauts fourneaux. L'industrie, ce n'est pas ça. Et il faut montrer cette diversité et ouvrir les portes des usines, démystifier, montrer les carrières qu'on peut y faire parler les gens qui travaillent dans les usines aussi. Parce que, et vous allez me dire, tu ne travailles pas
dans une usine et tu parles d'industrie. Donc je vais m'auto-critiquer en disant ça. Mais dans les gens qui prennent la parole dans l'espace public sur l'industrie, il y a combien de personnes qui ont vraiment travaillé dans l'industrie, combien de personnes qui ont vraiment travaillé sur des lignes de production. On a aussi besoin de cette représentation. Et la dernière chose, c'est qu'il faut arrêter de tomber dans l'écueil de l'industrie, c'est pas Zola. Heureusement que c'est pas Zola. Zola, c'est 1880. Heureusement qu'en 200 ans, en 150 ans, on a fait évoluer les choses. On ne sert pas l'industrie en disant que tout est beau, tout est magique. Dans l'industrie, il y a des métiers pénibles. Les gens qui travaillent dans les forges, ce sont des métiers pénibles. Les gens qui travaillent sur les hauts fourneaux, il y a des métiers pénibles. Dire qu'il y a de la pénibilité et que l'industrie met tout en œuvre pour réduire cette pénibilité, ce n'est pas desservir le combat de la réindustrialisation. Au contraire, c'est être honnête. Et c'est dire que la pénibilité, être chauffeur, livreur, Deliveroo, je ne suis pas sûre que ce soit une meilleure condition que de travailler dans l'industrie. Donc il faut avoir un discours honnête, transparent, et puis donner envie d'y aller. Et donner envie, ça passe par des exemples de gens qui y sont. Merci. Avant de donner la parole à Vincent sur la même thématique, il me revient du coup en débat un exemple qui m'a été donné. Alors, il ne va pas m'en vouloir, je vais le citer. C'est Bruno Azière, qui est notre secrétaire national en charge d'eux. Il est au CNI, peut-être demain il viendra du côté de la fabrique. Il me disait la chose suivante, c'est tiens, j'ai vu les vidéos qu'a produit l'UMM sur l'attractivité de la branche. Et on se disait, ouais, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien léché, etc. Et puis il a montré à ses enfants. Et il est un petit peu douché parce qu'il lui disait, est-ce que vous avez pointé, madame? Oui, ouais, elle est bien ta vidéo, mais enfin, avec ce que tu nous dis, de la réalité, puisque je vous rappelle, il a été délégué syndical central de Renault, et là, tu nous... Ouais, ok, la vidéo, elle est bien, mais enfin, ça ne me donne pas plus envie que ça quand même d'y venir, quoi, voilà. Alors, voilà, il ne m'en voudra pas, et il n'y a rien pour lui-même, mais ça pointe une chose, c'est qu'effectivement, je vois Hubert qui lève le doigt et qui me dit non, non, non. Non, il nous dira peut-être, mais... vous voulez intervenir, Hubert, sur la vidéo? Non. Je vous donne le micro. Tant pis, on va dépasser les horaires, mais je sens que je vous ai titillé, là. Oui, bonjour à tous. Et oui, je boue sur mon siège parce que j'ai envie de dire plein de choses et je partage plein de choses en plus, positivement. Non, je rebondis effectivement là-dessus. D'abord, c'est vrai que ça fait maintenant pas tout à fait 10 ans qu'on essaye, avec les moyens qui sont les nôtres, les vôtres, d'expliquer ce que l'on fait. Et c'est vrai que ce que dit Anaïs est tout à fait juste. On a la malchance d'avoir des usines qui ont des grilles, des portes et des fenêtres et qu'on ne passe pas par-dessus les grilles pour voir ce qui se passe. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres métiers où on a le métier sous les yeux et donc on peut se faire un avis. Non, je rebondissais parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire la communication sur nos métiers, notre organisation. Ça fait néanmoins des années qu'on travaille, y compris avec l'Observatoire des métiers de la métallurgie, paritaire, sur toutes ces questions-là. Et on a notamment travaillé depuis 3 ans sur une campagne qui n'intéresse que les jeunes collégiens de 14 à 16 ans, qui s'appelle Fiers de faire. Et c'est pour ça que je réagis. Oui, mais c'est bien celle-là dont je parle. Et que je bouille. Oui, mais il faut juste savoir que sur cette campagne-là, il y a 1 million de trafics par mois. Par mois. Donc, je ne peux pas croire que depuis 18 mois, il y a 1 million de trafics par mois et qu'il y ait des jeunes qui estiment que... Alors, je ne connais pas les enfants de notre ami. Non, mais ils sont... on a les mêmes un peu voilà, partout, je vous rassure. Les miens sont un peu plus vieux ou un peu plus jeunes. Je dis simplement qu'il doit se passer quand même quelque chose et c'est intéressant et c'est ça que je pointais du doigt et que je mettais en avant. Je vous invite néanmoins à aller voir parce qu'il s'y passe des choses qui sont quand même assez intéressantes et ça ne concerne que les moins de 16 ans, c'est-à-dire pas moi. Voilà. Non, pardon, merci. Écoutez, et je ne ralentis pas le débat. Non, mais Hubert, on va pas trop tard. Alors, pas pour moi, mais pour ceux qui ont pris la suite. C'est un exercice fondamentalement compliqué. Là, non, mais c'est bien, parce que du coup, la branche communique alors, de façon professionnelle, mais on n'a jamais impliqué les organisations syndicales. Et moi, je prends le pari que vous pourriez... C'est pas vrai, dans l'Observatoire des métiers, vous êtes totalement impliqué sur le sujet. Je prends le pari qu'on pourrait peut-être construire des choses ensemble. Ah bah, volontiers. Alors, en tout cas, Vincent... Là, merci en tout cas Hubert pour votre réaction. Vincent, du point de vue, alors vous avez écrit beaucoup de choses à la fabrique sur les emplois, les compétences et les besoins. Bon, visiblement, on n'y est pas non plus là. On a un mur,
Non, alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur les emplois en sortie et les emplois en entrée. Je pense que nul n'est prophète en son pays et que le jour où j'ai voulu être gentil avec mes enfants, quand il s'agissait du stage de 3e, ils m'ont regardé avec des yeux, mais papa, qui, à ton avis, a envie d'aller travailler à la fabrique de l'industrie? Voilà. Oui, Hubert. Oui, mais c'est la fabrique. Là. Ouais. Bon. Donc c'est toujours difficile de communiquer sur le travail. On avait justement dans cette optique-là eu un projet de magazine. Et pour tester le projet de magazine, donc magazine destiné à rendre visibles les différents métiers de l'industrie, les visages des gens qui travaillent dans l'industrie et les lieux de travail industriel, on a créé un focus group à l'image des gens à qui ça s'adressait, c'est-à-dire plutôt des trentenaires, quadras, urbains, pour les amener à sortir de certains stéréotypes. Bon, le résultat du focus group, c'est l'industrie, on ne sait pas ce que c'est. On ne l'a jamais vu. Vous pourriez nous dire que ça c'est l'industrie, on vous croirait sur parole. On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que si vous commencez à nous dire que l'industrie ne pollue pas, voire pire encore, qu'elle aide à dépolluer ou à activer la transition énergétique, alors vous nous mentirez. Bon, et on laissera le genre d'à côté. Donc, on a dans certains... Alors, ça ne concerne pas ceux qui vont visionner les vidéos, mais il y a encore dans certains segments de la population, j'ose le mot, une forme d'obscurantisme, ou en tout cas de refus d'obstacles. Et de toute façon... dans une démocratie, dans une économie libérale, c'est le client qui a raison. Dans une démocratie, c'est le citoyen qui a raison. On ne va pas faire du lavage de cerveau. On est obligé de composer avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réenchanter l'industrie? Oui, bien sûr, tous les jours. Même si c'est dur et même si on a en face de nous des gens qui disent mais j'en veux pas. Moi, je partage une interrogation candide avec vous. Je ne comprends pas qu'on ne parle pas davantage de la migration du travail. Quand je rends visite au chantier d'Atlantique, il y a 10 ans, le chef de chantier disait heureusement qu'on a les Polonais, hein. Et puis maintenant il dit heureusement qu'on a les migrants. Je pense qu'il y a un volet là de la réflexion sur lequel on ne revient pas souvent. Je ne sais même pas, je vous le dis en toute ingénuité, je ne sais pas à qui il revient de négocier sur ces aspects-là, mais je pense quand même qu'on a un sujet. En tout cas, on sait bien, on regarde les États-Unis drainer des doctorants du monde entier pour remplir ces laboratoires universitaires de PhD parce que ça fait déjà 20 ans que les jeunes Américains ne veulent pas faire d'études scientifiques. Je ne sais pas, on pourrait peut-être s'en inspirer. Bon, voilà. Alors, excusez-moi, je vois Pierre qui voit... Non, mais enfin, il faut rester optimiste. Je veux dire, quand vous avez pendant 3 décennies l'emploi qui recule, l'emploi industriel qui recule, il ne faut pas non plus s'étonner que les familles, indépendamment des problèmes de communication, de ce qu'est l'usine, n'aient pas envie forcément d'envoyer dans une impasse leurs enfants. Deuxièmement, c'est vrai que l'idée que l'industrie pollue, elle a été trimballée pendant des années et des années. Et puis le fait que la pénibilité, pour certains, apparaisse comme le lot quotidien de quelqu'un qui travaille dans l'industrie, ça a été aussi porté. Je veux dire, y compris dans la littérature et sans remonter à Zola. Donc il y a un travail de fond à faire. Moi, je suis persuadé qu'il y a 2 choses qui vont faire que ça sera demain beaucoup plus attractif pour les familles, pour les enfants, pour les collégiens, pour les lycéens. 1, c'est le fait qu'on rebondisse et qu'on reparte de l'avant, que ça crée de l'emploi. 2, que ça soit aussi des emplois qui, quelque part, parlent en termes de nouvelles technologies, parce que ça attire aussi les jeunes. Et je dirais 3, moi je crois beaucoup, il n'y a qu'à voir comment ça se passe en Suisse ou en Allemagne, à l'alternance pour développer le goût de l'industrie. Je veux dire, il faut aussi casser, j'évoquais tout à l'heure un rôle que j'avais eu, il faut casser aussi ces barrières entre l'école et l'industrie, entre l'école et l'entreprise d'ailleurs, hein, c'est pas simplement l'industrie. Bon, il y a eu des excès des 2 côtés. Un regard trop hautain peut-être de l'industrie vis-à-vis de l'école, un regard un petit peu décalé de l'école vis-à-vis de l'entreprise en général et de l'industrie en particulier. Si on dépasse tout ça, moi je suis persuadé que le regain d'attractivité, il va être au rendez-vous, il commence déjà à être au rendez-vous. Juste en complément, je pense que l'école a favorisé aussi les représentations négatives sur l'industrie. Stéréotypé, oui.
pas si vieille que ça, même peut-être vous me donnez un âge canonique, j'en sais rien, mais enfin, on était quand même très poussé vers un certain nombre de filières et pas les filières industrielles, avec des discours qu'on entend encore qui sont si tu ne réussis pas, tu vas finir à l'usine, même si on caricature un peu ça. La troisième chose, un monde de l'enseignement qui ne connaît pas l'industrie, quand on l'emmène voir une usine, qui se dit « Ah, mais ça ressemble à ça ». Bon, bah, très bien, mais vous êtes bien content de consommer les produits industriels au quotidien. Voilà, accessoirement. Oui, alors, ça m'amène à reposer la question à Fabrice. J'ai un peu l'impression, Fabrice, que restaurer l'image de l'industrie, c'est un peu comme restaurer la confiance, ça va prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Pour rebondir sur certains sujets qui ont été dits, oui, il y aura un immense travail de reconversion et la filière automobile est le premier exemple d'une filière qui est assez durement touchée par des choix politiques qui sont le reflet d'ambition citoyenne quelque part et qu'on ne devient pas du jour au lendemain motoriste, on passe pas de motoriste à fabricant de batteries du jour au lendemain, que ça exige cette reconversion, ça exige un gros effort d'anticipation. Alors moi je suis d'accord avec Hubert, il y a un travail qui est fait dans les observatoires pour tenter d'anticiper les métiers de demain, quelles sont les compétences, quelles sont les formations à prévoir pour demain. On s'interroge toujours, et on le dit souvent en commission paritaire nationale de l'emploi-formation, c'est ces études-là, comment elles irriguent les débats dans les entreprises. Et je pense que nos accords de GEPP, de GPEC, ils sont beaucoup plus tournés vers des éléments défensifs, c'est-à-dire comment va-t-on gérer un plan social, plutôt que des sujets d'anticipation des emplois et des formations de demain. Et s'il n'y a pas cet effort-là qui est fait dans les entreprises, ça va être compliqué aussi pour les salariés de se projeter sur ce qu'ils pourraient faire demain, quels sont les métiers de demain, éventuellement de prendre des décisions personnelles de co-investissement en formation pour essayer de se préparer et de conserver leur employabilité pour demain. Mais si vous ne savez pas, si on ne vous dit pas vers quel métier vous pourriez vous orienter dans les 5 ou dans les 10 prochaines années, c'est pas facile de soi-même de se projeter. Et je pense qu'on a un vrai sujet. Moi, j'ai toujours regretté quand on a discuté de notre accord en formation professionnelle dans la branche qu'on n'ait pas suffisamment, qu'on n'ait pas travaillé du tout d'ailleurs sur les sujets de co-investissement avec le CPF. Je pense que là, il y a des éléments à faire et à travailler dans nos entreprises. Ensuite, je pense que dans le financement de la formation professionnelle, on a mis le paquet sur l'alternance, donc c'est pour permettre aux jeunes de rentrer facilement sur le marché de l'emploi, et je pense que c'est une très bonne chose, mais ça veut dire qu'il y a quand même moins de fonds qui sont prévus pour aider à la formation professionnelle plus classique dans les entreprises. Qui dit reconversion dit, à mon avis, aussi problème de mobilité. C'est pas parce que vous avez des emplois dans le nord de la France et que vos entreprises ferment dans le sud que c'est si facile que ça d'être mobile pour aller du sud vers le nord ou du nord vers le sud s'il n'y a pas de politique de logement adaptée, s'il n'y a pas tout un ensemble de sujets qui sont connexes mais qui sont importants. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est bien entendu le sujet de l'attractivité. Il faut avoir envie de venir travailler dans l'industrie. Alors, les signataires de la convention collective, ils ont cette ambition-là. On verra si la convention collective fait gagner en attractivité, en tout cas pour notre branche. On verra si le nouveau système de classification permet de bâtir des carrières avec un nouveau dynamisme. C'est en tout cas l'ambition de ceux qui ont signé. Bon, parfois, quand on entend certaines réflexions dans certaines entreprises et certains RH qui considèrent ça plutôt comme un machin, ça me fait un peu peur. L'industrie est très attractive pour que les jeunes aient envie de faire des études de techniciens et d'ingénieurs. Et moi aussi, là, je rends hommage à l'UMM ou à l'OPCO2I, qui fait des efforts de communication. Et on est informé en CPNE, on n'est pas co-constructeur des campagnes de communication, mais on est informé régulièrement par l'UMM de ces campagnes. Maintenant, quel est l'impact? C'est plus difficile à mesurer. Peut-être... Et finalement, c'est ce qui a été dit par les uns et les autres. Les principaux ambassadeurs de l'industrie, c'est nous, en fait. C'est nous qui travaillons dans l'industrie, c'est les salariés qui travaillent dans l'industrie qui sont les principaux ambassadeurs de l'industrie. Mais bien entendu, quand les salariés rentrent chez eux, ils parlent de conditions de travail pourries. S'ils parlent, ils ont le sentiment que leurs salaires ne sont pas aussi élevés qu'ils le souhaiteraient. S'ils ont le sentiment qu'au moindre soubresaut économique, on va les virer. S'ils ont le sentiment qu'ils ont un management de petits chefs archaïques, ça ne va pas donner envie.
ça ne va pas donner envie à leurs enfants d'aller dans l'industrie. Si les seniors, et c'est le sujet, ont une telle appétence pour partir au plus vite des usines dès qu'ils atteignent un certain âge, si les entreprises n'arrivent pas à conserver les seniors en continuant à leur donner des perspectives de carrière, en les formant, en adaptant leurs conditions de travail pour qu'ils aient envie de rester dans l'entreprise, quand ils rentrent chez eux, c'est pareil, ils donnent l'image d'une industrie, où c'est difficile de travailler, ça ne donne pas envie. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un sondage parmi les militants. Il y a combien de nos enfants qui aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants en âge de travailler, combien de nos enfants travaillent dans l'industrie? Je ne suis pas absolument certain que ce soit la majorité. Donc en fait, et ce que disait, je crois, c'est Anaïs, il n'y aura pas de reconquête de l'industrie s'il n'y a personne qui veut travailler dans l'industrie. Alors on peut faire appel, en effet, il y a le débat qui va arriver sur l'immigration, ça va être un vrai sujet, et on aura ces choix là aussi de société à faire. Si on veut de l'industrie, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dans l'industrie. Si ce n'est pas les locaux qui veulent travailler dans l'industrie et qu'il faut faire appel à des bras étrangers, est-ce qu'on l'acceptera? Tous ces débats-là, et je pense que c'est ce qu'on a tenté de mettre en exergue dans la table ronde, ça dépasse le sujet de l'industrie, mais ça ouvre des champs de réflexion qui sont d'une ampleur colossale, mais il faudra bien qu'on les traite, et en tout cas notre organisation est prête à participer au débat. Merci. Alors, nous allons conclure. Alors, nous allons conclure parce que l'heure s'est vraiment avancée et j'ai un peu dépassé. Alors, non mais on avait un peu à peine, oui, à peine. Non mais la qualité des débats nous permet voilà, d'aller vers les 12h30. Je vais vous ségréguer en couple, si je puis dire, en distinguant les questions. Et la règle du jeu, c'est réponse courte, c'est cash, pas de joker. Alors, à Vincent et Anaïs, l'industrie est-elle bien la réponse à l'urgence climatique et la reconquête de notre souveraineté? Alors, je ne me suis pas embêtée à faire une thèse de doctorat pour vous dire le contraire. Je vais vous dire... C'était court, c'était cash et c'était sans joker. Il faut que je développe. Court. Oui. Pourquoi? Parce que d'un point de vue environnemental, aujourd'hui, 51% des émissions de la France sont des émissions importées à travers les produits semi-finis et aussi quelques services. Si on veut tenir notre trajectoire environnementale, on a besoin de maîtriser le plus de choses sur notre territoire. Modulo ce qu'on ne sait pas faire, modulo des interdépendances, etc. L'industrie, elle peut apporter une réponse, ce qui sous-entend qu'elle se transforme en profondeur et qu'on fasse aussi évoluer nos choix de consommation et nos modes de vie. Et donc avec forcément la question de la sobriété qui se pose, mais quand on dit sobriété, il faut se dire que les questions pour l'industrie vont être extrêmement difficiles, puisque l'un des paradigmes de l'industrie, c'est de dire je massifie la production pour abaisser les coûts unitaires de fabrication. Donc si je baisse les volumes, je dois retrouver des équilibres économiques. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu d'avoir une mobilisation de la société. C'est parce qu'on parle beaucoup politique publique, d'aide, etc. Mais le levier numéro 1 de la réindustrialisation, et j'ai envie de dire, on pourrait se passer d'autres leviers si on avait celui-là, c'est une demande pour des produits français. Une demande pour des produits français, c'est la commande publique qui joue son jeu, c'est les acteurs industriels qui travaillent sur des politiques d'achat pour favoriser les acteurs régionaux ou nationaux. C'est les citoyens qui font le choix de consommer français. Alors je sais qu'on va me rétorquer des questions de pouvoir d'achat, etc., on ne veut pas des usines chez nous. Mais à un moment, il ne va pas falloir être très strict. Vous ne voulez pas d'usines chez vous parce que ça pollue, vous voulez continuer à consommer, mais ça pollue. On arrête d'importer les produits qu'on juge non produisables sur notre territoire. Même s'ils sont plus chers. Même si c'est plus cher, parce que réindustrialiser, c'est renouer avec notre responsabilité environnementale. Nous avons délocalisé nos pollutions, nous avons délocalisé notre responsabilité avec ça. Eh bien, il va falloir aussi reprendre corps avec nos responsabilités, et ça aura un coût pour tout le monde. Le dernier sujet, c'est éventuellement dans la demande aussi de l'export, mais il n'y aura pas de réindustrialisation pérenne sans demande solide pour des produits français. C'est dit. Vincent. Est-ce que l'industrie est la réponse aux enjeux de transition verte et de souveraineté? Les industries, oui, mais ce ne sont pas les mêmes. Les industries, les secteurs industriels, les activités industrielles qui aujourd'hui contribuent positivement au solde commercial de la France,
qui contribuent massivement à l'emploi et à la résilience des territoires, qui contribuent de façon importante au développement des technologies de demain et à l'avènement d'un certain nombre d'actifs, de technologies qui nous rendent souverains ou qui nous permettent de rester souverains, ne sont pas les mêmes. Et donc, attention, là, je reboucle avec mon introduction, attention aux mots englobants qui trompent un peu. C'est pas parce que, en perdant son industrie, la France a perdu à la fois en souveraineté, en technologie et en capacité à exporter, qu'il suffit de dire réindustrialisons et qu'on va regagner les trois à la fois. Non, ce sont trois enjeux, trois défis différents. D'accord, c'est dit. Alors, dans l'ordre où vous voudrez, Pierre, Fabrice, du point de vue de la dimension sociale, les organisations syndicales prennent toute leur place ou non, puis puisqu'on y est, est-ce que la CFCGC est au rendez-vous? Cash. Sans joker. Non, oui. Court. Non, mais bien sûr que vous êtes au rendez-vous, à la fois parce que vous êtes une population de cadres concernés par l'industrie en premier chef et parce que vous êtes présent dans des filières économiques depuis des années où vous voyez à la fois ce qu'on fait de bien et de beau et en même temps ce qu'on subit comme conséquence d'une mondialisation qui n'a pas été maîtrisée. Je pense que vous êtes bien placé pour aborder cette question qui affleure dans nos débats de souveraineté industrielle. C'est un débat qui n'est pas facile. Moi, je pense que la souveraineté industrielle, puisque tu veux qu'on soit cash, porte, avec beaucoup de délicatesse et de diplomatie, quelques enjeux de protectionnisme qui seront nécessaires pour remonter le courant, parce que ça fait quelques décennies qu'on a reculé. Donc j'espère que l'Europe sera au rendez-vous. Je suis tout à fait Fabrice quand il dit que la réponse ne peut pas être que nationale. Mais j'espère que l'Europe et la France seront au rendez-vous pour protéger au bon sens du terme. C'est-à-dire pour protéger en tenant compte des critères environnementaux, en ne faisant pas n'importe quoi. Ça ne sera pas la même industrie qu'hier. Même s'il y a du textile demain, ça ne sera pas tout à fait le même textile. Ça ne sera pas, j'espère, les mêmes conditions de production qu'on a connues à certains endroits, même s'il y aura encore des métiers pénibles. Mais donc vous êtes en première ligne. Et vous êtes en première ligne pour une autre raison qui m'est chère et sur laquelle je trouve que le mouvement syndical, en dehors peut-être de vous et d'un ou deux autres, ne se bat pas suffisamment. Tu l'as évoqué tout à l'heure rapidement. Il faut être au cœur des décisions stratégiques de l'entreprise. Dans le CSE, avec vous, on travaille sur le quotidien de l'entreprise. Il y a des choses à faire pour éviter des dérapages, pour traiter les questions de formation, pour traiter les questions de restructuration. Dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance, les pays qui vont bien dans le domaine industriel, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, sont le pays où un tiers au moins des administrateurs sont des représentants de salariés. Je ne parle pas du 50-50 comme en Allemagne dans les entreprises depuis 2000 salariés. Je pense que ça peut avoir aussi de temps en temps, il peut y avoir aussi quelques dérapages négatifs. Le Dieselgate que j'ai évoqué tout à l'heure, je trouve que les syndicats allemands, à un moment donné, peut-être pris par le 50-50, ont tardé à exprimer un point de vue qui n'était pas tout à fait celui des actionnaires. Mais dans la plupart des cas, le fait d'avoir une représentation dans les instances où se prennent les grandes décisions, je pars du principe que les représentants des actionnaires jouent le jeu, qu'il n'y a pas la vraie réunion et la réunion qui ne sert à rien. Mais dans la plupart des cas, quand les représentants syndicaux, et vous êtes porteurs de ça, sont présents dans ces instances de décision, les problèmes des salariés sont mieux pris en compte, tout simplement. Les enjeux d'anticipation sont mieux traités. Les grandes mutations qui s'annoncent, on les voit pas au dernier moment, en examinant simplement les conséquences redoutables qu'elles ont sur le plan social. Donc, pour moi, c'est une bataille qui va avec la réindustrialisation. Il faut être présent dans ces instances et il faut que la voix que vous portez dans ces congrès soit portée au cœur des entreprises, les grandes comme les moyennes et les petites. Je pense que ce que Pierre dit, c'est ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on essaye de faire, mais qu'on va continuer de faire dans les années à venir. On a bien mesuré, je pense, du débat de ce matin, combien les transitions à venir étaient gigantesques. Moi, parfois, je me rends compte que c'est encore plus effrayant que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, j'ai une certitude qu'on ne les réussira pas collectivement s'il n'y a pas adhésion des citoyens.
s'il n'y a pas, dans le cadre de sujets qui participent d'une réflexion nationale ou européenne, et il n'y aura pas réussite de ces enjeux et adaptation de nos entreprises s'il n'y a pas adhésion du corps social des salariés dans les entreprises. Je crains même que il peut y avoir de très fortes tensions à la fois dans la société et dans les entreprises face à de tels enjeux qui vont probablement exiger de nous des adaptations qu'on ignore peut-être aujourd'hui. Il y aura des efforts à partager et que si ces efforts sont à ce point-là brutaux, s'il n'y a pas de dialogue pour les mettre en place, il y a un risque majeur, à mon avis, de tension dans notre société et dans les entreprises. On s'en rend bien compte qu'on a une société qui est assez fracturée, et donc il y a une exigence à refaire la société, à s'écouter, à se comprendre, à se respecter, qui sont des conditions, et on le connaît, on le sait, indispensables au compromis. Bon, moi, je ne crois pas trop à la démocratie archi-directe où on va demander l'avis à tout le monde à tout bout de champ. Je pense que les sujets sont beaucoup trop complexes, et je pense dans ce cas-là que les corps intermédiaires en général, que les organisations syndicales en particulier, la nôtre spécifiquement, sont absolument indispensables à la démocratie, une démocratie vivante. Je pense que les enjeux sont à ce point-là complexes que ce n'est pas des discussions du café du commerce ou des échanges en 150 caractères sur Twitter qui vont permettre de trouver des solutions. Mais pour que ces corps intermédiaires, pour que les organisations syndicales, et nôtres en particulier, puissent se saisir du projet, du sujet, pour qu'on puisse travailler la complexité, pour qu'on puisse nourrir des arguments, qu'on puisse les porter sur la place publique ou dans les entreprises, encore faut-il qu'on ait des moyens qui nous soient donnés. Je dis souvent au RH qu'ils ont les syndicalistes qui méritent. À eux de faire émerger aussi les talents dans les entreprises pour qu'on puisse mettre en place un dialogue, parce que ces transitions sont à ce point-là périlleuses que s'il n'y a pas d'interlocuteur pour dialoguer et pour construire quelque chose, je pense qu'on va face à de graves difficultés et on sera tous collectivement, ce sera collectivement un problème. Et donc, pour conclure, je pense que nous sommes la solution. Nous sommes une solution, pas la solution dans l'absolu. En tout cas, nous sommes une solution pour la réussite de ces transitions gigantesques à venir, et que les entreprises qui considéreraient encore archaïsme pathétique que les syndicats sont un problème, je pense que c'est elles qui vont avoir un problème. Alors, merci. Merci, Président. Tu vas voir, je vais m'y habituer. Je vais arriver à m'y habituer. Alors, je tiens à titre personnel à vous remercier pour la qualité de ces débats, de ces échanges. Et vous m'avez fait encore revivre des choses passionnantes parce que, voilà, à travers la souveraineté, on a senti effectivement, Pierre, que voilà, ça sous-tend beaucoup de choses. Et c'est probablement, Fabrice a raison, plus complexe encore que je ne l'imaginais. Mais on a un formidable potentiel. En tout cas, un grand merci à vous d'être venus à nous, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aussi librement que cela. Et je vais proposer à l'assistance de vous applaudir chaleureusement pour cette participation. Bravo à vous et merci.